Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche et vous venez de voir apparaître Duchesse qui ne manque plus une seule de mes vidéos. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors pour ce sujet de ce dimanche, je vous ai pas fait défaut et bien évidemment c'est l'Antarctique partie 3 comme vous avez déjà dû le voir dans le titre. Je vous avoue que ça a été, je vous le redirai en fin de vidéo, l'un des sujets les plus compliqués à traiter pour moi, tellement il y a eu d'infos contradictoires, tellement au niveau des traductions, de l'anglais au français, en d'autres langues, il y avait des choses qui clochaient, c'était pas vraiment le bon endroit, c'était pas vraiment les mêmes choses, bref, ça a été un enfer, mais j'ai adoré faire le sujet. Pour les puristes ou ceux qui s'y connaissent mieux que moi, je vous demanderai d'être indulgents, puisque de toute façon, c'est un autre sujet pour dire que l'Antarctique recèle des mystères et que j'ai beau avoir tous les détracteurs du monde à mes trousses, il n'en reste pas moins que c'est fascinant, passionnant et qu'il y a beaucoup de choses non expliquées. Et pour illustrer mes dires, je vais directement démarrer avec un passage du livre de l'amiral Byrd. Il arrive un moment où la rationalité des hommes doit s'effacer et où il faut accepter l'inévitabilité de la vérité. Je n'ai pas la liberté de divulguer la documentation suivante à ce stade de l'écriture. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'examen public. Mais je dois faire mon devoir et l'enregistrer ici pour que tous puissent la lire un jour. Dans un monde de cupidité et d'exploitation, l'humanité ne peut plus supprimer ce qui est la vérité. Journal de l'amiral Byrd, le récipiendaire de la médaille d'honneur. Parce qu'attention, nous ne sommes encore pas face ni à un marginal, ni à une originale, ni à un monsieur au discours décousu et voilà. Non, non, non. Il s'agit, je le répète, d'un médaillé de l'honneur. La rumeur court depuis longtemps, surtout dans les cercles conspirationnistes, ça ne vous étonnera pas, que l'amiral Byrd, célèbre explorateur qui a visité les régions les plus reculées de l'Antarctique et de l'Arctique au nom de l'avancement de la science, a trouvé bien plus que ce qu'il avait prévu dans le climat sauvage du continent gelé. Et toujours selon le journal de Byrd, le gouvernement lui a ordonné de garder le silence sur ce dont il a été témoin pendant ses différentes missions en Antarctique et en Arctique, mais spécialement en Antarctique, encore que, vous comprendrez, c'est confus. En effet, il a écrit noir sur blanc dans son fameux journal qui a été publié. Je vous le mets ici, je vous mettrai le lien en barre de description pour ceux qui voudraient le lire. Je viens d'assister à une réunion d'état-major au Pentagone. J'ai exposé intégralement ma découverte et le message du maître. Tout est dûment enregistré. Le président a été informé. J'ai été détenu pendant plusieurs heures, 6h39 pour être exact. J'ai été interrogé avec attention par des forces de sécurité de haut niveau et une équipe médicale. Ce fut un calvaire. Je suis placé sous un contrôle strict en vertu des dispositions de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. On m'ordonne de garder le silence sur tout ce que j'ai appris au nom de l'humanité. Incroyable. On me rappelle que je suis un militaire et que je dois obéir aux autres. Après de nombreux accomplissements polaires, c'est en 1946 que Byrd fait partie de l'opération High Jump. Après cela, plus rien ne sera identique pour lui. Et vous allez voir, c'est fascinant et c'est maintenant. On y va. Petite parenthèse, alors vous aimez le nouveau générique? Dites-moi-le en commentaire parce que je vous avoue, j'en avais assez. Enfin, c'est pas tant moi qu'en avais assez, mais je sais que de plus en plus de mes vidéos sont partagées et sont partagées par des Instagrammeurs, en plus que j'aime beaucoup, comme je vous recommande de suivre cette jeune femme qui fait du très bon travail. Et on vient les embêter à eux aussi en leur disant, tu te rends compte, en fait, elle fait partie de l'opposition contrôlée, elle se cache un œil,
ça veut tout dire. Parce qu'encore une fois, les gens, malheureusement, se soucient plus de la forme que du fond, n'ont pas fait juste le strict minimum de recherche pour regarder. Il y a une vidéo où j'explique le pourquoi du comment. L'intitulé de ma chaîne est censé en dire long, mais bref, donc ça pose trop de problèmes. J'espère que vous aimez bien celui-là. Bon, maintenant on se met à m'attaquer sur le pseudo aussi. Bientôt on va me dire pourquoi tu vis dans la ville du diable, Las Vegas. Les gars, calmez-vous. Je le répète, ça fait bientôt 3 ans que ma chaîne existe. Je pense que j'ai fait un boulot suffisamment bon et que pour ceux qui cherchent à me reprocher des choses, c'est compliqué, à part ces 3 petits sujets que je voulais en plus percutants. Bon, pour le coup, c'est percutant, mais vous comprendrez que voilà, c'est plus pour éviter aux autres d'avoir à répondre à ce genre de questions récurrentes, redondantes et pénibles, que vraiment parce que moi, j'avais envie de changer mon générique que j'aimais beaucoup. Je remercie mon ami et abonné Notre-Dame de m'avoir fait ce générique que perso j'aime beaucoup, donc j'attends vos réactions. Bon, allez, on y va. C'est à la fin de l'année 1947, quelques mois seulement après le célèbre incident de Roswell. Je pense que ici le timing est important parce que voilà, on a Roswell, je pense que tout le monde connaît l'histoire, hein, mais bon, que le secrétaire d'État de la marine de l'époque, James Forrestal, a envoyé en Antarctique un groupe de travail naval comprenant les amiraux Nimitz, Crutzen et Byrd, appelé Opération High Jump. Il s'agissait officiellement, bien sûr, d'une expédition destinée à trouver des gisements de charbon et d'autres ressources précieuses. Sauf que les faits indiquent absolument le contraire et que vous allez voir, ce que je vais vous raconter est factuel. En réalité, ils essayaient apparemment de localiser une immense base souterraine construite par les Allemands avant, pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, avec, selon les rumeurs, soit l'aide d'extraterrestres, soit l'aide d'un peuple ancien qui était décrit comme des Aryens. Cette base était prétendument située dans le Nutschwabaland. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est le mieux que j'ai pu faire parce que ça fait en vérité 17 fois que je répète le nom, d'accord? Une région de l'Antarctique que l'Allemagne a explorée et revendiquée avant le début de la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'Allemagne avait fait une étude très détaillée, très précise de l'Antarctique et aurait construit une petite base souterraine dans cette région avant la guerre. Je vous en parle plus en détail dans la partie 2 de l'Antarctique. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien dans la barre de description de celle-là. C'est donc ainsi que l'opération High Jump a commencé. La force opérationnelle de plus de 40 navires, comprenant le navire amiral Mont Olympus, le porte-avions Philippe C, l'annexe pour hydravion Pine C, le sous-marin Senat, le destroyer Bronson, le brise-glace Northwind et d'autres navires citernes et navires de ravitaillement ont été déployés. Soit un contingent armé de 1400 marins et 3 équipes de chiens de traîneau étaient également à bord. Il semble clairement incroyable que, en si peu de temps, après une guerre qui avait clairement décimé la majeure partie de l'Europe et paralysé les économies mondiales, une expédition en Antarctique ait été entreprise avec autant de hâte. Elle a profité du premier été antarctique disponible après la guerre pour envoyer toute l'opération et monopoliser tous les bateaux. Un tel coup, et avec autant de matériel militaire, est quand même assez étrange, à moins que l'opération ne soit absolument essentielle à la sécurité des États-Unis. Au moment de l'opération, la marine américaine elle-même était en train d'être démantelée pièce par pièce. La flotte éprouvée était déclassée et son équipage, essentiellement civil, faisait ses adieux aux mers pour toujours. La marine en était même réduite à recruter de nouveaux équipages pour les quelques navires encore en service. Les tensions à travers le monde s'intensifiaient également, la Russie et l'Amérique s'engageant dans une guerre froide, voire une 3e guerre mondiale, que les États-Unis devraient combattre avec tragiquement peu de navires et tragiquement
peu d'hommes formés. L'envoi de près de 5000 membres résiduels de la marine dans un endroit reculé de la planète où tant de dangers menacent sous la forme d'icebergs, de blizzards, de températures négatives est donc devenu un véritable casse-tête. Et pourtant, l'opération a également été lancée avec une rapidité incroyable, une question de semaines. Les instructions officielles données par le chef des opérations navales de l'époque, Chester Nimitz, étaient les suivantes. Former le personnel et tester le matériel dans les zones glaciales. Consolider et étendre la souveraineté américaine sur la plus grande partie pratique du continent antarctique. Déterminer les possibilités d'établir et de maintenir les bases dans l'Antarctique et étudier les sites possibles de ces bases. Développer des techniques pour établir et maintenir des bases aériennes sur la glace, avec une attention particulière à l'applicabilité ultérieure de ces techniques au Groenland. D'approfondir les connaissances existantes sur les conditions hydrographiques, géographiques, géologiques, météorologiques et électromagnétiques de la région. Peu d'autres informations ont été communiquées aux médias au sujet de la fameuse mission, bien que la plupart des journalistes se soient méfiés sur son véritable objectif compte tenu de l'énorme quantité de matériel militaire impliqué. Parce que oui, à l'époque, il y avait encore de vrais journalistes et pas juste des porte-paroles qui pratiquent la propagande du parti en fonction de la chaîne. Donc là, les gars, c'était difficile de les manipuler. C'était beaucoup plus compliqué pour appliquer le narratif. Alors qu'aujourd'hui, finger in the noise. La marine américaine a également fortement insisté sur le fait que l'opération High Jump serait un spectacle de la marine. Les ordres préliminaires de l'amiral Ramsey du 26 août 1946 indiquaient que seul le chef des opérations navales traiterait avec les autres agences gouvernementales et qu'aucune, écoutez bien, négociation diplomatique n'était nécessaire et qu'aucun observateur étranger ne serait accepté. Pas vraiment une invitation à l'examen, même de la part des autres branches du gouvernement, quoi. Certains faits, cependant, sont bien connus. L'opération High Jump comportait 3 divisions. Un groupe terrestre avec des tracteurs, des explosifs et beaucoup d'équipements pour remettre en état Little America et construire une piste d'atterrissage pour les 6 R4D et 2 groupes d'hydravions. Les R4D étaient équipés de bouteilles de décollage assistées par jet afin de pouvoir décoller de la courte piste de porte-avions Philippe C. L'Armada est arrivée dans la mer de Ross le 31 décembre 1946 et a procédé à l'exploration aérienne d'une zone équivalente à la moitié de la superficie des États-Unis, enregistrant 10 nouvelles chaînes de montagnes. La principale zone couverte était donc le littoral oriental de l'Antarctique au 150e est au méridien de Greenwich. Il faut savoir que cette opération était censée durer un long mois, voire un peu plus d'un mois, et que finalement, tout le monde est rentré assez rapidement dans des conditions où le flou est maintenu de part et d'autre. Mais par contre, ce qu'il a été noté, et ce qu'il a été rapporté, c'est que l'amiral Byrd a été interviewé d'entrée de jeu par Lee Van Hatta de International News Service à bord du navire de commandement de l'expédition, l'USS Mount Olympus, dans lequel il a évoqué les leçons tirées de l'opération. L'interview est parue dans l'édition du mercredi 5 mars 1947 du journal chilien El Mercurio et se lit en partie comme suit. L'amiral Byrd a averti aujourd'hui que les États-Unis devraient adopter des mesures de protection contre la possibilité d'une invasion du pays par des avions hostiles venant des régions polaires. L'amiral a expliqué qu'il ne cherchait pas à effrayer qui que ce soit, mais que la cruelle réalité est qu'en cas de nouvelle guerre, les États-Unis pourraient être attaqués par des avions survolant l'un ou les 2 pôles. Cette déclaration a été faite dans le cadre d'une récapitulation de sa propre expérience polaire lors d'une interview exclusive avec International News Services. Parlant de l'expédition récemment achevée, Byrd a déclaré que le résultat le plus important de ses observations et de ses découvertes est l'effet potentiel qu'elles ont sur la sécurité des États-Unis.
La vitesse fantastique à laquelle le monde rétrécit, a rappelé l'amiral, est l'une des leçons les plus importantes tirées de ma récente exploration de l'Antarctique. Je dois avertir mes compatriotes que le temps est révolu où nous pouvions nous réfugier dans notre isolement et compter sur la certitude que les distances, les océans et les pôles étaient une garantie de sécurité. Donc là, vous l'avez compris, il est en train de dire qu'alors que ça n'avait jamais été fait, il y avait des avions. Comme ça que son interview a commencé. Il a donc affirmé lors de cette interview qu'il avait été repoussé par des armes secrètes. Rapidement, le terme soucoupe volante a été lancé à la place d'armes sophistiquées, parce que lui c'est ce qu'il avait expliqué, car bien évidemment, quel est le meilleur moyen de décrédibiliser le discours de quelqu'un qui fait un peu peur et qui vous sort de votre zone de confort, c'est d'utiliser les petites ficelles. Voilà, c'est grossier, secoupe volante, c'était déjà à l'époque tourné en dérision, donc voilà, voilà. Comment toujours employer des mots sensationnalistes, détourner les discours pour avoir l'air de dire ok, le gars va pas bien quoi. Et c'est bien sûr sur ça que les gens ont préféré se focaliser, se consacrer, histoire encore une fois de décrédibiliser d'entrée de jeu tout ce qui a suivi. Pourtant, à son retour à Washington, le 11 mars 1947, Byrd a été interrogé avec attention par les plus hautes forces de sécurité et une équipe médicale. Il a donc été placé sous contrôle strict et on lui a ordonné de garder le silence au nom de l'humanité. En tant que militaire, il a estimé qu'il devait s'y conformer. Il a été hospitalisé et n'a plus été autorisé à tenir d'autres conférences de presse. En janvier 1956, malgré le fait que donc ils l'ont fait hospitaliser, qu'il a dû se taire, etc., l'amiral Byrd, contre toute attente, et malgré donc tout ce traitement qui lui avait été réservé, parce qu'en plus il s'est fait bien évidemment, vous vous en doutez, traîner dans la boue, les gens se sont moqués, on a presque sous-entendu que le manque d'oxygène en Antarctique avait dû affecter ses capacités cérébrales, bref, eh bien, contre toute attente, il a été chargé de mener une autre expédition, l'opération Deep Freeze. Donc on est d'accord, les gars, ils organisent une autre opération pour aller visiter des pôles qui donc impliquent beaucoup de matériel militaire, beaucoup d'hommes, beaucoup de dangers, et ils la donnent à un gars qu'ils ont fait interner parce que soi-disant le discours qu'il avait tenu était surréaliste. Ainsi, l'annonce radio de cette époque disait « Le 13 janvier, les membres de l'expédition américaine ont pénétré sur une distance de 2300 miles au-delà du pôle. Le vol a été effectué par le contre-amiral George Dufek de l'unité aérienne de la marine des États-Unis. Byrd a déclaré le 13 mars 1956, juste 2 mois après le départ de l'expédition, l'expédition actuelle a ouvert une vaste terre nouvelle. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans différentes interviews, il a fait des déclarations étonnantes, voire détonnantes. Comme par exemple, lorsqu'il a rapporté par radio qu'il voyait en dessous de lui, non pas de la glace et de la neige, mais des zones terrestres composées de montagnes, de forêts, de végétation verte, de lacs et de rivières, et dans les sous-bois, il a vu un animal étrange ressemblant au mammouth, et que c'est ici qu'il aurait trouvé une entrée vers le centre de la Terre, et que dans le centre de cette Terre, il aurait rencontré le maître, le chef de la cité du domaine des Ariani, qui lui a fait part de ses préoccupations concernant le monde de la surface. Et c'est donc dans son journal qu'il rapporte les dires de ce fameux maître qu'il aurait rencontré au centre de la Terre. Notre intérêt commence à juste titre, juste après que votre race ait fait exploser les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est à cette époque alarmante que nous avons envoyé nos machines volantes, les Flugelrats, sur votre monde de surface, pour enquêter sur ce que votre race avait fait. Vous voyez, nous ne nous sommes jamais mêlés auparavant des guerres et de la barbarie de votre race. Mais maintenant, nous devons le faire, car vous avez appris à manipuler un certain pouvoir qui n'est pas pour votre homme, principalement celui de l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà délivré des messages au pouvoir de votre monde, et pourtant, ils n'en tiennent pas compte. Le maître aurait poursuivi en ces termes. Alors maintenant, je te dis, mon fils, qu'il y a une grande tempête qui se rassemble dans ton science. Elle peut faire rage jusqu'à ce que chaque fleur de votre culture soit piétinée et que toutes les choses humaines encore à venir pour votre race.
Nous le voyons ici de plus en plus clairement à chaque heure. Dites-vous que je me trompe? Nous voyons à grande distance un nouveau monde qui s'élève des ruines de votre race, cherchant ces trésors perdus et légendaires, et ils seront ici, mon fils, en sécurité, sous notre garde. Sur des trucs, je trouve que la manière dont il décrit la situation, ça nous renvoie, c'est comme si on était l'ouros-bourros, quoi, on se mord la queue, c'est-à-dire ce qu'il décrit, j'ai envie de croire, par rapport, vous savez, à la carte de Piriré, etc., qu'en vérité, on est toujours dans un éternel recommencement, parce que comme à notre propre niveau, c'est la vérité, nous, en tant qu'humains, on fait toujours les mêmes erreurs. Il paraît que tu reproduis les mêmes erreurs avec d'autres personnes, à d'autres moments de ta vie, avec des petites, peut-être, différences et des petites subtilités, mais tant que t'as pas compris la leçon, tu es voué toute ta vie à te retrouver face à un même schéma. Moi, je le sais, c'est mon quotidien. Et j'avoue que là, j'ai l'impression que l'humanité, c'est pareil. Et l'idée surtout, je vous conseille d'aller regarder Netflix. Je ne sais pas si c'est disponible en France, j'espère. La série documentaire de Graham Hancock, où justement, je partage beaucoup, voire tout ce que dit ce monsieur. Et justement, ça expliquerait, vous savez, tous ces mythes et légendes où après un apocalypse, que ce soit à l'ère glaciaire, avant l'ère glaciaire, après l'arche de Noé, il est arrivé des gens par les mers, des fois par des nations décrits comme des serpents, d'autres comme des dragons, bref, des entités étranges qui ont aidé et qui ont appris l'agriculture. Et encore une fois, j'ai l'impression que il nous annonce, là où on est aujourd'hui en fait. Il a annoncé à l'Emerald Bird que voilà, vous êtes encore en train de recommencer. Bon, vous avez de la chance, on sera toujours là pour assurer vos arrières. Mais en vérité, les gars, voilà, vous êtes encore à ça du chaos. Parce qu'apparemment, en plus, selon ce qu'il dit, on est d'accord, le gouvernement connaissait l'existence d'Aguerta, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, l'intérieur de la Terre creuse. En plus, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il aurait vu deux trucs, l'amiral Byrd. Il aurait vu après le mur de glace, et après le mur de glace, il serait rentré il aurait trouvé une ouverture pour entrer à l'intérieur de la Terre, et c'est à l'intérieur de la Terre qu'il a rencontré le maître. Toujours selon le maître, des endroits comme le Tibet, la grande pyramide de Gizeh, le pôle Nord, ont tous des tunnels menant au centre de la Terre. Et ça aussi, vous savez que je le crois, puisque j'ai fait de nombreuses vidéos où je parle des mondes souterrains qui datent, que des fois c'est menti de la part des... Parce que ça, il faut le comprendre, parce que les théories qui sont avancées et qui des fois sont tenues comme des vérités restent des théories. Parce que par exemple, dans le documentaire dont je vous parle de Graham Hancock, il vous explique que il y a donc la mafia universitaire, j'ai envie de vous dire, qui sont le narratif validé par le gouvernement, la matrice, whatever, qui ne veulent même pas admettre que, même au vu de preuves, c'est-à-dire à un moment donné, il y avait un gars, il a investi de sa poche pour pouvoir faire des recherches archéologiques, il est arrivé avec des preuves qui montraient que ce qu'on tenait pour acquis de nos jours était faux et que l'existence de notre humanité remontait à bien plus loin que ce qu'on croyait. Les mecs, ils ont dit non, on veut pas savoir. Nous, on a dit que c'était ça, on n'a pas envie de se casser la tête, alors tu sais quoi, ta trouvaille, tu peux te la garder sous l'oreiller. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est qu'on ne sait rien et que donc tout est possible. L'amiral Byrd a affirmé, comme beaucoup d'autres avant lui, que le pôle Nord et le pôle Sud sont en fait des nombreuses ouvertures vers le centre de la Terre. Il a également affirmé que la Terre intérieure a un soleil central comme leur. Sa théorie est que les deux pôles de la Terre sont en fait convexes plutôt que concaves. Cela signifie que les navires et les avions seraient capables de voler ou de flotter à l'intérieur. Après ces expéditions, la presse américaine a annoncé au monde entier la découverte de l'amiral Byrd, parce que comme je vous le dis, les médias n'étaient pas encore vendus au système, et après sa publication, l'information a été immédiatement supprimée par le gouvernement et Byrd a été présenté comme un homme connu pour de fausses déclarations. Il y a toute une histoire, comment sa première expédition était fake. Encore une fois, on connaît les ficelles, décrédibilisation, on te fait tourner en bourrique. Voilà. Son histoire a été assez populaire et a été publiée dans le National Geographic. Grâce à une source qui a souhaité garder l'anonymat, les gens considérés malheureusement comme des conspirationnistes,
ont eu l'occasion de consulter une importante collection d'images inédites que vous êtes en train de voir et hautement secrètes des nombreuses missions de Byrd. Elle semble apporter la preuve concrète de l'existence d'une civilisation oubliée, avec ses architectures énormes, ses artefacts, ses technologies et bien d'autres choses encore qui a autrefois élu domicile en Antarctique. Certains internautes prétendent qu'il s'agit même d'une preuve de l'existence de la Quatria. Alors là, vous voyez les photos. Plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, ils se sont foutus de lui, limite, ils l'ont décrédibilisé. C'était plus du tout un mec avec une médaille d'honneur, c'était juste un taré qui racontait des inepties. Alors qu'aujourd'hui, on est en train... de masse, on se dit c'est ça, c'est pas autrement. Et il y a très certainement une explication qu'on n'a pas, parce que je suis convaincue que si je demande à la plupart des gens mais comment tu peux expliquer cette discorde, à moins d'avoir fait vos propres recherches et à voir si vous n'êtes pas tombé dans le mensonge d'un narratif prévu à cet effet, c'est quand même très bizarre que le pôle Nord soit le plus chaud, le pôle Sud le plus froid, et puis de toute façon on est censé, je sais pas, il y a quelque chose, vraiment, je vous jure. J'ai fait le sujet parce que je vous avais promis de le faire. Mais et il y a pareil, je sais que j'ai hésité à regarder des vidéos de youtubeurs bien meilleurs que moi, comme Roche ou Rock Soccer, je vous mets le nom là, vous savez que je suis pas bonne avec les noms. J'ai hésité parce que je veux pas non plus regarder trop de vidéos, parce que je veux pouvoir vous dire, moi, mon ressenti à moi, le résultat de mes recherches à moi, et pas vous ressortir ce que j'ai entendu sur d'autres chaînes et qui était certes peut-être plus clair, mais qui ne serait pas exactement, moi, ce que j'en ai déduit. Donc, et honnêtement, je me suis mis à me dire que tout ce flou, quand c'est pas carrément des contradictions, voire des incohérences, m'a vraiment perdu, et je tiens à être transparente avec vous. Une chose est certaine, ce que moi je peux dire, c'est que quand il y a du doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Cette histoire est clairement baignée de mystère et quelque chose nous est sciemment caché. L'amiral Byrd est mort en 1957, soit assez rapidement après ses dernières déclarations coup de poing. Certains, beaucoup, pensent qu'il a été assassiné. La NASA a été créée dans la foulée en 1958. Le traité de l'Antarctique a été signé en 1959. Alors on est d'accord qu'en plus le traité de l'Antarctique, le seul traité au monde sur un continent aussi vaste, aussi grand, aussi riche, que ce soit le seul traité au monde qui n'ait jamais été discuté, qu'il n'y a jamais un pays qui a essayé de faire un coup de Trafalgar aux autres, je trouve déjà que c'est assez énorme et qu'il y a forcément une explication qui nous échappe derrière ça. Et pour la petite anecdote, il est également intéressant de noter que le fils de l'amiral Byrd, Richard Byrd Jr., en plus d'avoir une vie très difficile, a connu une mort très mystérieuse puisqu'il a été retrouvé mort dans un entrepôt vide, qu'on n'en a pas su plus et qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, de déclaration officielle.
Il est aussi très intéressant de noter que pour le coup, ce jeune homme avait accompagné son père, l'amiral Byrd, dans ses expéditions alors qu'il était âgé de 6 ans. De plus, bien que les sources officielles aient tenté, les amis, de décrédibiliser certains aspects de cette histoire, et ce, dès le postulat de départ concernant la base nazie qui n'aurait soi-disant jamais existé, la base 211, etc., etc., je suis tombée au cours de mes recherches sur des infos de ouf, dont l'étrange expédition du commandant Cousteau au cœur de l'Antarctique. Et ça a tendance à confirmer pas mal de choses, mais ça les amis, ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop déçus de la manière dont j'ai traité l'amiral Byrd. Je vous le dis, très certainement, je pense qu'il va y avoir des polémiques parce que j'ai eu moi-même du mal à décoder, parce que par exemple pour l'opération Deep Freeze, il y a certains qui disent que c'était en Arctique, donc au pôle Nord. Sauf que dans le livre, c'est l'Antarctique, donc le pôle Sud. Alors voilà, il y a un flou, on va dire artistique, qui fait que peut-être sur les détails, il y aura des maladresses, des erreurs, etc. Mais encore une fois, l'important c'est le fond. L'important c'est que cette histoire est révélatrice de quelque chose de dingue en Antarctique, que les écrits de l'amiral Byrd sont quand même assez fascinants et en disent très long sur une éventuelle vie à l'intérieur de la Terre et derrière un mur de glace. Qu'encore une fois, je veux et j'en ai marre que systématiquement ces informations soient réduites à la théorie des platistes. Parce que pour la plupart des gens, le fait que tout de suite les platistes s'approprient ça en se disant voilà c'est la preuve que la Terre est plate et que gna gna, on va pas plus loin, alors que je pense que ceci ne veut pas dire cela. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez, mais ceci ne veut pas forcément dire cela. En tout cas, ça ouvre de nouvelles visions, ça ouvre de nouvelles perspectives sur quelque chose qui est quand même assez dingue. Et je trouve qu'on peut légitimement se poser des questions sur l'Antarctique, qui reste un des territoires les plus sauvages et les plus inexplorés, où tous les jours on entend parler de quelque chose de chelou, sans qu'on vienne se faire insulter par tous les petits, parce que c'est pareil, hein, il y a toujours, je le répète, que tu ne sois pas d'accord, grand bien te fasse. Moi j'aime justement, je préfère qu'on ne soit pas d'accord avec moi, parce que j'estime que c'est en discutant et en apportant des informations venues de tous bords qu'au final on trouve la vérité, parce que la vérité elle est forcément entre les deux. Mais par contre qu'on vienne m'agresser en me disant que c'est des conneries, en me disant que si, Jean, c'est toi le créateur de l'humanité, c'est toi qui as écrit l'histoire, t'étais là depuis le début, t'as assisté à tous les événements, et tu sais que t'as raison, parce que tu le sais, parce que tu y étais, parce qu'à moins d'y être, je vois pas comment tu peux avoir la garantie que ce que tu m'avances, c'est aussi fin. Pourquoi toi, ce serait plus vrai ce que tu crois que ce que moi je crois? Puisque je suis moi aussi, mes bases sont des arguments crédibles avec les mêmes personnes qui ont fait les expéditions. Enfin, vous voyez où je vais en venir? Bon, là, je m'égare. Je vais arrêter là, parce qu'après, sinon, je vais parler pendant des heures. Un monologue, la fille. Solilogue, même. Les amis, vous savez que pour que cette vidéo, parce qu'alors l'Antarctique, je sais même pas si je vais arriver à publier celle-là, parce que vous savez pas combien de fois. Il y en avait une qui était prête, mais YouTube a pas voulu la publier. C'est que quand même, il y a un truc chelou autour de l'Antarctique. Donc, pour que, au cas où j'arrive à la faire publier, elle soit strikée, vous connaissez le système, on like à fond, on commente, si on peut on partage, c'est le top. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, plus on est grand, plus on s'agrandit, et si je pouvais atteindre les 50 000 à Noël, mais quel merveilleux cadeau. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites attention à vous, je pense beaucoup à vous, parce que je vois les actualités en France avec les coupures d'électricité à droite à gauche, et je suis catastrophée. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et n'oubliez pas les amis, stay safe.